Bonjour, nous sommes très heureuses d'être à notre première édition Printemps de Technologie. Et je ne sais pas, Romain, si tu te rends compte, mais nous avons un double défi. Parler de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant à la place de Michel Chevalet. Et puis le défi que Leila nous a lancé, montrer si l'IA est vraiment une machine à résoudre qui balance des informations sans nuance. Mais moi, je serai ton apprenti aujourd'hui, donc c'est toi qui vas faire le travail et tu vas nous expliquer tout ça. Peut-être, comme Patrick disait, Romain, il est un spécialiste de l'apprentissage automatique. Je pense qu'on tient beaucoup à cette notion qui a été un peu cannibalisée par la notion d'intelligence artificielle. Et pendant des années, il a appris l'écriture humaine aux machines, y compris, je pense, les prescriptions médicales. Pas trop? D'accord. Avant de travailler pendant des années et diriger un des plus grands laboratoires d'intelligence artificielle du secteur privé en France, celui de Criteo à Paris. Donc peut-être, Romain, pour commencer, rien que ça, explique-nous ce qui s'est passé ces dernières 70 ans. Parce que ce n'était pas tout le temps un long fleuve tranquille, plus ou moins. Merci Anka pour cette introduction. Alors, intelligence artificielle, c'est un terme qu'on entend beaucoup depuis quelques années, mais il faut savoir que c'est un terme qui va bientôt fêter ses 70 ans. Il a été inventé lors d'une conférence en 1956 autour de tous les plus grands pontes de l'informatique de l'époque. Alors, à l'époque, l'informatique, c'était des machines qui faisaient la taille peut-être de cette pièce. Et c'était quelque chose de complètement nouveau. Et à ce moment, les grands informaticiens se sont dit, dans 10 ans, la machine sera capable de penser par elle-même. Et tous les 10 ans, les informaticiens se disent, dans 10 ans, la machine sera capable de penser par elle-même. Il y a eu plein de développements techniques, technologiques, scientifiques, des machines de plus en plus puissantes, des algorithmes de plus en plus évolués, qui font que maintenant, suite au lancement de ChatGPT en 2022, l'intelligence artificielle est devenue un terme qu'on entend tout le temps, partout, qu'on utilise. On en a une dans nos poches, dans nos montres. La question, c'est est-ce qu'on va devoir attendre 10 ans pour avoir une machine qui pense ou pas? Un point peut-être à mentionner, ChatGPT lancé en 2022 et le logiciel, peut-être même la technologie, qui s'est déployé le plus vite dans l'histoire de l'humanité. En 2 mois, cet outil a atteint 100 millions d'utilisateurs. Et c'est une révolution qui... alors j'aime bien dire une révolution industrielle après la machine à vapeur, l'électricité, l'informatique. C'est la prochaine révolution industrielle, révolution technologique, une révolution cognitive, une révolution presque potentiellement philosophique même. Et très bien. Donc on voit très bien qu'à partir de 2022, les choses sont un peu accélérées et c'est surtout le fait que l'IA est devenue tout d'un coup accessible à tout le monde. C'est ça qui a fait la rupture? Alors, tout à fait. On a passé les premières 60 années à analyser des données, prendre des décisions, prendre une image, ceci est un chat, ceci est un chien, décider des directions pour la finance, pour l'extraction d'informations, les moteurs de recherche sur les pages Internet. Entre 2014 et 2022, on s'est mis à avoir de la génération d'informations. Donc, au lieu de prendre des gros volumes d'informations et d'en extraire la quintessence, on a renversé le système. Et à partir d'une demande, par exemple, génère-moi un texte, génère-moi une image, on a renversé le système et on a pu générer comme ça du contenu. Alors, du contenu qui est effectivement inspiré, moyenné, interpolé à partir de tout ce que le génie humain a pu créer. Et en 2022, il y a eu cette idée absolument géniale de faire des conversations. Et c'est le moment où on a pu parler à une machine, à une intelligence qui a encapsulé la totalité du savoir humain, ou en tout cas la totalité écrite, et on a pu lui poser des questions
en langage naturel. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire puisque l'IA n'est plus réservée aux spécialistes capables de programmer, aux data scientists avec des gros volumes de données. C'est devenu quelque chose sur lequel on peut lui poser la question « Donne-moi une recette pour faire des crêpes parce que j'ai envie de manger des crêpes. » Très bien. Donc aujourd'hui, on peut traiter le texte, l'image, la vidéo de manière plus ou moins fiable sur tous ces trois usages? Alors, il va y avoir des défis et des challenges. Certains éléments sont plus fiables que d'autres. Et en particulier, il va y avoir un certain nombre de questions qui se posent sur les éléments qui sont effectivement corrects, ceux qui sont encore un petit peu, on va dire, en phase d'essai. Mais globalement, ce qu'on peut dire, ce qui marche à l'heure actuelle, vous avez la génération de texte. Donc là, j'ai demandé à mon IA favorite, explique l'intelligence artificielle moderne en quelques phrases pour un enfant de 8 ans, et puis formate-moi ça, formate-moi ta réponse sous forme d'une comptine. Et donc, le système qui a compris la question a calibré sa réponse par rapport au niveau intellectuel d'un enfant et l'a rédigé sous forme d'une petite comptine. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un drôle de cerveau qui vit dans un ordinateur, pas dans un chapeau, etc., etc. Donc ça fonctionne, ça marche. Vous pouvez l'utiliser alors soit pour résumer un email de vos collègues sous forme d'une comptine, soit pour générer, comme je viens de le faire, une réponse. Mais tout ce système-là fonctionne. L'IA est capable de travailler sur du texte, de le synthétiser, de le transformer, de le traduire dans une autre langue et de générer du contenu. Ce qui marche aussi, c'est la génération d'images. Alors, encore une fois, basé sur toutes les images auxquelles le système a pu avoir accès et la capacité à générer du contenu en utilisant des informations que le système connaît. Par exemple, là, je lui ai demandé, imagine le printemps des technologies en style steampunk. Donc, c'est les technologies machine à vapeur, haute forme, etc., un peu Capitaine Nemo. Et donc, voilà, il a imaginé que nous serions ici avec des engrenages, des machines, de l'électricité, des dirigeables et des choses comme ça. Donc le printemps des technologies à l'époque de Jules Verne, ça ressemblait peut-être à ça. Et alors, petit souci technique, je vous montre la génération d'une vidéo, mais malheureusement, je ne peux pas la jouer. Mais j'ai demandé donc toujours à une IA qui génère des vidéos de me générer une vue de Saint-Raphaël pendant les années folles. Donc vous voyez que le système a pu concevoir. Alors est-ce que c'est vraiment réaliste? Vous me direz. Je reconnais la basilique, je vois l'attraction, la voiture de l'époque, les costumes de l'époque, et vous pouvez voir que le système peut générer des passants, des gens qui se promènent, etc. Il fait beau d'ailleurs, ce qui est assez normal. La machine, et je lui ai juste dit ça, donc par exemple la basilique qui est assez reconnaissable, c'est bien ça, c'est bien la basilique Notre-Dame de la Victoire, hein, on est bien d'accord. Donc cette basilique, le système a choisi de l'utiliser pour symboliser la ville de Saint-Raphaël. Donc ça fonctionne très bien. On peut le contrôler avec juste une petite phrase. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Qui l'utilise? Globalement, tous les gens qui sont amenés à travailler sur de l'information, que ce soit pour analyser des informations, pour en recréer d'autres. Les exemples sont pas... il y a des exemples beaucoup plus sérieux que simplement générer des images d'illustration. Vous pouvez utiliser ces systèmes-là pour de l'analyse d'images médicales, pour du spatial, pour la recherche de pétrole dans des données sismiques. Il y a l'intelligence artificielle moderne peut être utilisée dans des domaines complètement divers et à l'heure actuelle, la puissance de ces systèmes fait qu'on peut l'utiliser sur à peu près n'importe quelle tâche de traitement de l'information. Peut-être. Peut-être on verra dans quelle mesure il est vraiment considéré utile. Alors, à l'heure actuelle, selon nos amis de McKinsey, 88% des entreprises utilisent l'IA, 70% utilisent l'IA générative et
Seulement 6% ont vu un impact majeur. Comment tu expliques ce décalage entre une adoption plutôt enthousiaste, 88%, et le fait qu'à la fin, il n'y a pas beaucoup de monde qui est content du résultat? Alors, ne le dites pas à McKinsey. À mon avis, ce chiffre est légèrement sous-estimé. Pour la simple 88 ou le 6%? Le 6% en fait. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas sûr que tous les gens qui utilisent l'IA le disent à leur chef et rapportent les informations. Quand vous recevez un long email, vous allez demander à votre IA de le résumer en trois lignes, en 3 phrases. Quand vous allez rédiger la réponse, vous allez rédiger 3 phrases et encore des phrases en style télégraphique, et vous allez dire à l'email, mets-moi ça vous allez dire à l'IA, mets-moi ça en forme, rajoute les formules de politesse et envoie ça au patron. Le patron dont l'IA va aller justement prendre votre texte généré, le résumer, etc. Donc globalement, on va avoir de l'intelligence artificielle qui va aller faire ce travail d'extension, compression, extension, compression. L'intérêt finalement est assez limité, mais comment dirais-je, la politesse, la bienséance nécessite parfois d'avoir des formules complètes, des textes, des phrases complètes. Et ça, on ne va pas forcément aller le dire, que l'IA peut aller nous simplifier la vie, faire qu'en quelques secondes, on peut avoir, par exemple, on en discutait tout à l'heure à midi, la transcription textuelle d'un compte-rendu de réunion, ou pour un médecin, la visite d'un patient, voilà, traduit en format texte avec une IA qui comprend le vocabulaire médical. Tous ces trucs-là sont des choses qui sont un petit peu cachées, qu'on ne va pas forcément voir, qui font que, à mon avis, l'impact est probablement supérieur à ces 6%. Cela étant, on a parlé beaucoup de traitement d'informations dans un sens, dans l'autre, d'images, de textes, etc. Il y a tout un pan de l'économie qui est l'économie physique. Il y a l'industrie, l'agriculture, les services à la personne qui, pour l'instant, échappent plus ou moins à l'intelligence artificielle. Très bien. Donc, il y a des défis cachés à résoudre. Lesquels sont? Et je t'envoie un autre défi. Est-ce que tu peux les expliquer rapidement? Alors, il y en a un premier. On va l'écarter tout de suite. Chaque génération a sa crainte existentielle que l'être humain soit dévoré par sa propre création. Voilà, au début du 19e siècle, c'était Frankenstein. Milieu du 20e siècle, c'était les robots d'Asimov. Un peu plus tard, dans le 20e siècle, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace et l'ordinateur qui est devenu fou. Donc, on va peut-être prendre un petit peu de recul. L'intelligence artificielle ne va pas détruire l'humanité dans les quelques mois qui viennent. Probablement pas non plus dans les quelques années qui viennent. En revanche, il y a d'autres challenges qui sont beaucoup plus proches, beaucoup plus concrets. Voilà. Le principal, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. C'est lorsque une IA va vous faire une réponse avec beaucoup d'assurance, beaucoup de certitude et qui sera complètement fausse. L'exemple là ici, c'est Harry Potter. On pose la question à ChatGPT. Harry Potter fait-il équipe avec un brocoli ou avec une carotte? Alors je ne sais pas si vous avez lu Harry Potter, mais il n'y a ni brocoli ni carotte dans aucun des livres. Mais vu qu'on a aiguillé l'IA dans cette direction, elle va inventer un brocoli magicien appelé Brocillus qui aide Harry Potter, et elle va complètement imaginer toute la suite. Elle ne dira jamais non. Elle dira jamais non. Absolument pas. Comme un de ses amis qu'on croise au café et qui vous assène avec certitude des choses complètement fausses, l'IA fera exactement pareil. C'est malheureusement assez proche de l'humanité. Il faut prendre ce que vous dit une IA avec un gros grain de sel. Et de façon plus générale, il y a des défis, des challenges à relever. La confiance. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir confiance en les réponses d'une IA ou les actions d'une IA? Il y a des risques potentiellement juridiques. Si vous laissez une machine prendre des décisions à votre place, contre qui est-ce qu'on se retourne? La personne qui a donné la permission à l'IA de faire des choses. L'utilisabilité. Donc, est-ce que
Est-ce que nous sommes au quotidien? Est-ce que nous avons l'habitude d'utiliser une IA? Comment est-ce que ça s'intègre dans notre quotidien? Est-ce que nous pouvons améliorer notre vie, la rendre plus simple et tout en utilisant de l'IA? Comment et à quel endroit? Est-ce que nous sommes formés à utiliser ça? Et est-ce que nos formations et est-ce que l'éducation, l'enseignement, comment doit-il s'adapter pour répondre à la présence de l'intelligence artificielle dans nos vies? C'est un challenge qui est absolument gigantesque. Il y a des questions économiques. Combien coûte l'utilisation d'une IA? Quel est le retour sur investissement? Comment est-ce qu'on peut le mesurer? Et des questions aussi d'infrastructure, l'accès aux données. Voilà, si vos données sont silotées et qu'on ne peut pas y accéder, l'IA ne pourra pas faire mieux. Et évidemment, des questions de sécurité. Quand on parle de données, il faut parler de sécurité. Qu'est-ce qui fait que... comment est-ce qu'on fait pour protéger les données? Comment est-ce qu'on fait pour protéger les actions d'une IA? Tous ces challenges sont multiples et absolument à relever, déjà à identifier et à connaître, et ensuite à gérer pour pouvoir accéder aux bénéfices de l'IA. Peut-être, Romain, je sais que tu as identifié beaucoup de nouveautés dans le domaine de l'IA dont on va entendre parler beaucoup cette année. Quand tu les présentes, j'aimerais bien que tu nous dises un peu lesquels tu penses que vont faire le buzz et puis ils vont disparaître, et lesquels peut-être vont être peut-être structurantes un peu pour nous au quotidien ou les organisations. Alors, tout ce qui va être génération d'images, etc., les trucs un petit peu rigolos, on va en parler beaucoup, ça va se réduire et ça va se stabiliser. Mais il y a deux éléments qui m'intéressent particulièrement. L'un, c'est les agents, c'est-à-dire, et c'est là que ça fait un petit peu peur, c'est donner à une IA la possibilité d'agir. Donc, une IA, de la même façon qu'un organisme, va aller percevoir des choses, va acquérir des données. Comme le robot qui est là à gauche, on lui dit hey, est-ce que tu peux aller chercher la tasse, le gobelet rouge? Le robot va aller regarder, il va regarder où sont les gobelets rouges, il va aller décider d'aller se déplacer, attraper le truc. C'est un cycle, percevoir, raisonner, donc préparer un plan et agir. Et faire ça en cycle continu. Donc on va avoir des intelligences artificielles qui ne vont pas uniquement être je rentre du texte, je reçois du texte en retour, mais qui seront capables de faire des actions. Par exemple, envoyer un email automatiquement, accéder à des bases de données, potentiellement contrôler des robots, des choses comme ça, avoir un effet sur le monde. Avec les challenges qu'on a cités auparavant qui seront à résoudre. Et un deuxième outil que j'aime énormément parce que j'aime beaucoup voyager, qui commence à arriver, c'est la traduction automatique de qualité en temps réel, en audio. Donc, dans Star Trek, le capitaine Kirk rencontrait des extraterrestres de toutes les planètes et tous parlaient anglais. Malheureusement, rien que sur notre planète, tout le monde ne parle pas la même langue, et donc avoir un traducteur automatique, c'est quand même extrêmement pratique. Et la question, c'est comment on fait pour avoir des choses de bonne qualité. Et ça, l'intelligence artificielle a permis d'améliorer de façon extraordinaire le niveau de traduction. Et là, l'idée, c'est d'avoir ça en temps réel. Vous avez dans vos écouteurs la possibilité, si vous avez un Chinois qui vous parle, que ce soit traduit en français automatiquement et inversement. Merci Romain. J'ai d'autres questions pour toi, mais le temps file, donc je voudrais voir s'il y a d'autres questions dans la salle pour Romain. Si quelqu'un ose briser la glace. Ok, en attendant, quelqu'un prend le courage. J'avais une autre question pour toi parce que j'ai vu plusieurs experts qui ont eu même le prix Nobel pour leur découverte dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui ont des visions très différentes de ce que l'IA va apporter dans les années qui viennent. Beaucoup de questionnements autour du est-ce qu'un modèle d'IA peut raisonner lui-même ou pas. Pourquoi il y a autant de visions différentes et quelle est ta vision? Alors, la plus grande question ouverte, c'est presque une question philosophique, c'est est-ce que
l'IA entraînée sur des énormes volumes de texte, d'images, etc., est capable de raisonner, de réfléchir. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est que raisonner? Qu'est-ce que c'est que réfléchir? Et si je fais semblant de réfléchir avec suffisamment de talent, est-ce que finalement, ce n'est pas suffisant? Donc, il y a une question qui est vraiment, vraiment intéressante. Est-ce que l'IA est capable de comprendre le monde ou est-ce que finalement, elle va juste faire semblant? Personnellement, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, l'IA ne fait que faire semblant. Elle ne comprend rien du tout et elle va juste répondre des choses qui sont statistiquement probables, mais avec beaucoup de limitations dans sa compréhension du monde, des mathématiques, de la physique, de la sociologie. Elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de morale. Mais d'un autre côté, si on est conscient de ça et qu'on l'utilise à des endroits où c'est raisonnable et maîtrisé, pourquoi pas? Mais personnellement, je ne pense pas que dans la direction actuelle dans laquelle on va être capable de faire des systèmes qui sont réellement capables de réfléchir. Il va falloir des nouveaux modèles, il va falloir de la nouvelle science, des nouveaux algorithmes et une nouvelle approche. Mais en attendant, ce qu'on a est vraiment absolument incroyable, permet d'avoir des voitures qui roulent toutes seules ou presque, permet de revisiter notre approche du travail, notre approche du lien qu'on a avec l'information. Ça pose vraiment des questions sur quel est le travail, en particulier quand on est travailleur de l'information. Est-ce que nos boulots vont être complètement remplacés? Oui. En tout cas, ils vont être profondément transformés. Transformés, très bien. Je crois qu'on n'a plus de temps. Très bien. Peut-être, je vois qu'il y a une main levée. 2, 3. Là-bas. Merci pour cet exposé. J'ai lu dans les Échos d'hier qu'on envisageait pour la France une suppression de 5 millions d'emplois dans les années à venir. Vous avez un commentaire là-dessus, s'il vous plaît? À part les métiers manuels, bien sûr. Alors, je pense que les métiers manuels sont ceux qui seront difficiles à être remplacés par des IA à l'heure actuelle. Il y a certainement certains métiers qui sont voués à être transformés. Ce sont les métiers dans lesquels la machine est capable, déjà à l'heure actuelle, de faire certains travaux. Cela dit, si on prend par exemple peut-être des graphistes, des designers, voilà, on se dit, on peut prendre une IA et dire génère-moi une image, un truc comme ci, comme ça. Alors, potentiellement, il y a un peu de vrai, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que les gens sont capables d'être plus efficaces dans ce qu'ils font. Et de toute façon, il faut quand même que les systèmes aient des sources d'idées, de données, de choses comme ça. Je ne pense pas qu'une IA soit capable d'imaginer Picasso, par exemple. Elle restera aux impressionnistes et elle vous fera plus d'impressionnistes. Donc, ça force aussi l'être humain à être beaucoup plus créatif, mais d'un autre côté, à l'heure actuelle, l'IA a beaucoup de mal à aller explorer des zones dans lesquelles, qui ne sont pas balisées, finalement. Donc, certains boulots vont être transformés, ils vont être simplifiés, certaines tâches répétitives vont être automatisées, mais d'un autre côté, la partie, je dirais, vraiment intéressante de cet aspect de créativité, cet aspect d'interaction avec d'autres humains sera au contraire beaucoup plus riche parce que libéré d'un certain nombre de tâches qui ne sont pas forcément à grande valeur ajoutée. Et 5 millions dans les années qui viennent, ça dépend de combien d'années on parle. Et voilà, je pense que, en tout cas, je ne suis pas particulièrement inquiet pour les quelques années qui... C'est peut-être encore trop tôt pour tirer des conclusions là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Romain, pour ta présentation très limpide, comme d'habitude. Merci pour les questions, Anka. Et tu seras là aujourd'hui et demain pour répondre à d'autres questions si les gens... D'accord. Un peu de temps pour des questions? On a encore... Très bien. Formidable.
il y avait une main. Voilà. Oui, merci. Je voulais poser une question à Michel Chevalet, donc, mais donc. Romain pourra répondre. Oui, tout à fait. Parce que en fait, vous avez bien mis en avant les risques et la nécessité de comprendre les questions, les réponses, les limites. En effet, on peut faire une contraction de texte. Moi, j'ai expérimenté par rapport à ça. Et puis, il faut contrôler derrière. Ma question, c'est par rapport au risque de... Parce qu'on a l'impression que c'est une liberté supplémentaire, mais je me demande si l'IA, avec un niveau insuffisant d'intelligence générale, je ne vais pas utiliser l'expression de fabrique de crétins de Brigelli, mais est-ce que quand vous faites IA plus fabrique de crétins, on ne risque pas d'arriver à Idiocratie, un film que vous avez peut-être connu, parce que, voilà, j'ai vu Michel Chevalet en 1974, il était justement avec la CNIL qui disait attention, les libertés doivent être maintenues. Là, on se dirige vers une censure qui va démarrer un petit peu partout. Avec, et là, je vois l'utilisation possible de l'IA avec le prétexte des fake news, des complotistes, etc., que vous connaissez bien, en fait, bloquer absolument tout. Et je voulais en effet demander à Michel Chevalet, qui a une certaine expérience, une vision, son ressenti. Est-ce que ça ne va pas être en effet une belle utilisation, mais dans un sens de censure totale ? Alors malheureusement, Michel Chevalet ne pouvant pas être là, et effectivement, il a une expérience qui est largement supérieure à la mienne. J'avoue que je n'étais pas né en 1974, mais peut-être que... effectivement, si vous n'avez pas vu Idiocratie, je vous le recommande. Vous n'êtes pas forcé de voir tout le film, les 10 premières minutes sont suffisantes pour se faire une idée du pitch, mais c'est assez intéressant. Et voir le monde à travers ce prisme, c'est assez terrifiant. Donc absolument, je suis convaincu qu'il y a un risque et un danger effectivement à avoir de la fabrique à crétins. D'autant plus que plus on est crétin, moins on aura de valeur ajoutée dans un monde où les machines seront de plus en plus intelligentes. Donc c'est là que, à mon sens, il faut vraiment revenir se poser la question, comment est-ce qu'on peut développer un esprit lorsque on a accès à des IA, ou lorsqu'on est peut-être en concurrence avec des IA, quelle est la partie uniquement humaine, qu'est-ce qui fait l'unicité du génie humain, justement, et c'est ça qu'il faut développer. Ça inclut l'esprit critique, ça inclut l'esprit de contradiction. Alors, on est en France, c'est quelque chose qu'on aime bien, justement, cet esprit de contradiction. Et pour ça, il faut comprendre les capacités, justement, de la machine, comprendre et se poser les questions, et c'est là qu'on touche à la philosophie. Qu'est-ce que c'est qu'être humain, et qu'est-ce que le génie humain et sa capacité de création absolument infinie. Et après, se dire, OK, j'ai cet outil qui est à ma disposition, comment est-ce que je réinvente l'éducation, l'enseignement et je dirais ce qu'on fait ici, donc les conversations et le développement humain, comment est-ce que je réinvente ça à l'aune de l'intelligence artificielle pour garantir que nous sommes et nous conservons cette particularité qui à l'heure actuelle échappe à la machine. Et peut-être, Romain, pour rester là-dessus, comment on réinvente la formation, l'enseignement, parce qu'en France, c'est sûr, il y a beaucoup d'ingénieurs comme toi qui connaissent très bien, qui font l'intelligence artificielle. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui montrent en fait des inquiétudes par rapport aux usages. Comment on répond à ça ? Alors, pour moi, il y a une qualité que pourtant on appelle un vilain défaut, c'est la curiosité. Et toujours poser la question pourquoi, comment et pour espace quoi. Et tant qu'on a cet esprit critique, cette curiosité et cette ouverture aussi, on arrivera à se développer, à s'inventer. Donc, ne pas être des cons-sommateurs, mais au contraire être des gens curieux, ouverts, et avec un petit peu d'esprit critique. Mais est-ce que tu vois des initiatives, peut-être dans l'enseignement supérieur ou
Alors Ou effectivement, avant ça? il y a des programmes qui commencent à, à se développer, développés par l'Europe. J'ai oublié leur nom d'ailleurs. T'en as en tête, non? J'ai en tête quelques-uns, oui. Ouais. Il y a des programmes effectivement dans lesquels on va cascader l'expertise en intelligence artificielle, mais ça doit aussi inclure tout ce qui est les pédagogues, tout ce qui est les philosophes, les intellectuels au sens très, les artistes, pour être sûr qu'on arrive à distiller ça. Donc c'est vraiment une approche pluridisciplinaire qu'il faut avoir à mon sens. Moi, je suis juste ingénieur, je construis des trucs et j'assemble des briques. Je serais très heureux de partager avec ces gens-là, mais je pense que chacun a son éclairage et sa perspective à apporter. Il y a une autre question là et en face. Bonjour. Je voudrais savoir comment vous envisagez d'inclure dans les IA les valeurs et la morale, sachant que ce sont des notions extrêmement locales. Je ne sais pas, par exemple, si je prends une IA développée à Téhéran par le régime des mollahs, s'il est parfaitement moral de prendre de qui on veut. Voilà. Alors, absolument, c'est un sujet qui est inclus dans le développement des IA, justement, ça s'appelle l'alignement, aligner les réponses aux valeurs. Et une des raisons pour lesquelles il est important de développer des IA qui sont alignées avec nos valeurs françaises, donc une notion de souveraineté, parce que les réponses vont être colorées, forcées, parfois biaisées. Si vous demandez à DeepSeek, l'IA chinoise, leur avis sur Taïwan ou le Parti communiste chinois, vous n'allez pas avoir la même réponse qu'avec ChatGPT. Mais ça fait partie des éléments justement qui sont inclus dans le développement de l'IA. Et si ça vous intéresse, cherchez alignement IA. Il y a toute une littérature qui existe. On est encore au balbutiement parce que c'est un vrai problème, c'est un beau problème. Et dans le cas européen et français où on a des valeurs qui nous sont propres, je pense que c'est important pour la souveraineté et pour le développement de nos valeurs à nous, d'avoir aussi des réponses françaises et européennes à cette question. Donc la communauté scientifique, chercheurs est sensible à ça et travaille pour s'assurer que les modèles d'IA restent neutres. Que les modèles d'IA reflètent les valeurs des gens qui les ont créés, avec, dans certains cas, c'est positif, dans d'autres cas c'est négatif, parfois c'est un peu caricatural. Je cite l'exemple de Google qui avait une IA qui générait des images. On lui avait demandé une image de viking et vu que la diversité était très importante dans l'entraînement de cette IA, il a généré des vikings qui n'étaient pas tous uniformément grands, blonds, aux yeux bleus, mais de toutes les ethnies possibles. Donc il y avait quand même le casque avec les ailes, mais des vikings de type ethnique chinois, africain, de n'importe quel pays, parce que cette IA avait été entraînée avec comme valeur profonde la diversité des représentations dans la génération des images, y compris les vikings de l'an 700 et des bananes. Il y avait une autre question juste en face, ici. Plus terre à terre. Dans la diapositive agent, vous parlez de percevoir, raisonner, agir. Moi, avec un algorithme standard, je peux le faire, ça. Tout à fait. Alors, quel est l'apport de l'IA? On va reprendre l'Internet des technologies. Il y a des algorithmes pour gérer ça. Est-ce que j'ai besoin de l'IA? Je peux m'en sortir sans l'IA parce que c'est quelque chose de très lourd en consommation d'énergie pour un Internet pour les objets à distance. Oui, tout à fait. Non, c'est un cycle complètement standard, justement. La partie qui est intéressante, c'est la partie planification qui apparaît entre percevoir et agir. La question, c'est en fait, finalement, la taille et la variabilité de l'environnement dans lequel vous pouvez vous situer. Mais cette boucle, justement, elle est totalement inspirée des systèmes de contrôle, des systèmes actifs vraiment dans le monde physique, et portée au système d'information et ensuite redescendue vers d'autres systèmes physiques. Par exemple, je vais faire une surveillance d'incendie dans une forêt. Je vais mettre des capteurs un peu partout, des petites boîtes partout qui vont m'informer.
Mais ces petites boîtes-là, ils vont avoir une énergie autonome. C'est-à-dire, quelque part, je vais mettre une petite pile, une batterie, et qui va me donner une information via, je ne sais pas, par radio, quoi. Cet algorithme-là, est-ce qu'il doit être IA ou il peut être sans IA? Vous avez compris la question? Ouais. Alors, effectivement, et c'est amusant parce que dans les années, il y a quelque temps, quand je faisais ma thèse, c'était sur des caméras intelligentes qui emportaient justement un peu de puissance de calcul pour justement faire du traitement local et envoyer uniquement les informations pertinentes. Là, je dirais, ça dépend. Si vous êtes très contraint en capacité électrique, en capacité de calcul, vous ferez le minimum possible. Vous allez centraliser tous vos données. Par exemple, là, il y a des trucs rouges avec de la fumée qui se dégage, ça a l'air assez mauvais. Ou vous combinerez avec des capteurs aériens, peut-être avec des drones qui vont survoler les choses. Et votre décision sera prise au niveau d'un central qui, lui, sera peut-être plus équipé d'IA. Cela dit, ce qu'on a vu dans mon graphe de 70 ans d'intelligence artificielle, c'est toutes ces étapes, tous ces jalons, c'était des systèmes qui fonctionnaient, qui étaient en production, qui apportaient de la valeur. Si ça se trouve, il n'y a pas besoin d'utiliser ChatGPT pour répondre aux problèmes. Voilà. Vous pouvez peut-être utiliser ChatGPT pour vous concevoir le système en ajoutant comme contrainte, je veux que ce soit le plus léger possible en termes de coût d'infrastructure. Très bien. Une autre question ici. Dans tous les défis que vous présentez, qui sont des défis pour l'IA, ne trouvez-vous pas que ce sont toujours les mêmes défis que depuis le début de l'humanité? L'orientation que peut donner une IA, c'était déjà une orientation qui existait. La Bible était bien une orientation. Le petit livre rouge de Mao n'est pas la même. Donc, l'IA se retrouve exactement en face des mêmes problématiques. Et peut-être, j'ai vu une autre main levée juste ici. On va prendre aussi cette question. Oui, est-ce que l'on peut rapprocher l'IA et la science? Autrement dit, est-ce qu'un jour on pourra attendre de l'IA la production de nouveaux théorèmes en mathématiques ou de nouvelles lois en physique? Et in fine, est-ce qu'un jour, une IA pourrait obtenir un prix Nobel de physique, de mathématiques, de médecine, etc.? Alors, la réponse est, en tout cas sur la partie nouveaux théorèmes, ça commence à arriver. Il y a des théorèmes qui ont été prouvés. La science, c'est d'abord avant tout une méthode. La partie expérimentale, pour le coup, là, ça va être plus compliqué, mais beaucoup de gens travaillent justement là-dessus. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on commence à créer du nouveau à partir de l'IA. Alors, c'est du nouveau qui est basé sur un empilement de tout ce qui a déjà été construit, mais ce sont des choses qui commencent déjà à arriver. Et sur la partie, effectivement, les défis ressemblent aux défis qu'ont connus toutes technologie depuis l'aube de l'humanité. Je dirais oui, en tout cas à l'heure actuelle, parce que l'IA, c'est une technologie créée par des humains et qui a, je dirais, les travers, les possibilités et les défis de toute nouvelle technologie. Et en fait, c'est plus un reflet de nos sociétés par rapport à l'apparition d'une nouvelle capacité, d'une nouvelle technologie et notre adaptabilité. Je pense que ce qui fait une différence, c'est la vitesse à laquelle ça arrive. ChatGPT est sorti il y a moins de 4 ans. C'est très, 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 très court pour recabler nos cerveaux et nous dire, OK, ces images, par exemple, photoréalistes, en fait, elles n'existent pas, elles ont été complètement inventées. Pourtant, elles ont l'air tellement, tellement vraies. Développer un esprit critique, développer une habitude, ce sont des choses qui prennent d'habitude une génération ou même plusieurs. Là, ça nous arrive en quelques mois, en quelques années. Donc, peut-être que la différence, c'est vraiment la vitesse et donc, du coup, charge à nous d'être plus rapide, plus efficace, plus flexible pour nous adapter à ces nouveaux changements, ces nouvelles réalités. Romain, je t'ai demandé il y a 15 minutes de te dépêcher. Je m'excuse, c'était une hallucination. Merci pour
tes réponses. Et on se voit aujourd'hui et demain avec les gens de Saint-Raphaël. Avec grand plaisir. Merci à tous. Je serai là encore toute la journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup.